Dans les mines de coltan du Congo, dans les trains éthiopiens et jusqu'au pont suspendu le plus long d'Afrique, les entreprises chinoises sont partout sur le continent. Rencontre ouverte depuis mercredi à laquelle participaient près de 50 chefs d'État et de gouvernement. Pékin a promis plus de 50 milliards de financements sur 3 ans au continent pour renforcer la coopération, en particulier dans les infrastructures et dans le commerce. La Chine s'est dit prête à aider à la création d'au moins 1 million d'emplois en Afrique. Et que peut-on attendre d'un partenariat avec la grande puissance asiatique? Que peut attendre la Chine elle-même de l'Afrique? À partir des années 2000, la Chine déploie des ressources considérables sur le continent africain. Il est question de 183 milliards de dollars prêtés par la Chine aux pays africains entre 2000 et 2023 pour la construction de routes, de chemins de fer, d'aéroports, des projets dans l'agriculture et dans les télécommunications. Et lors du dernier sommet de coopération Chine-Afrique, Xi Jinping, le président chinois, a promis de prêter encore 50 milliards de dollars aux pays africains et de créer plus de 1 million d'emplois en Afrique lors de ces 3 prochaines années. Certains voient en cette coopération une opportunité fabuleuse pour les pays africains qui, il faut le dire, ont cruellement besoin d'infrastructures et d'industries pour avoir des économies de pays émergents, voire de pays développés. D'autres, notamment des économistes, sont plutôt méfiants vis-à-vis de ces prêts chinois et y voient une nouvelle forme de dépendance, une nouvelle forme de néocolonialisme masqué qui ne dit pas son nom. Et côté population, si certains apprécient la construction d'infrastructures comme les routes, d'autres déplorent les tensions sociales créées par la venue des entreprises chinoises en Afrique. Vous l'avez compris, la générosité, entre guillemets, de la Chine vis-à-vis des pays africains mérite qu'on y accorde toute notre attention. Alors les amis, pourquoi la Chine est si généreuse envers les pays africains? On parlera dans un premier temps des moyens employés par la Chine pour investir en Afrique. Puis dans un second temps, on parlera en profondeur des motivations visibles mais aussi cachées derrière cette générosité. Enfin, on évoquera les conséquences positives mais aussi négatives des investissements chinois tout en donnant quelques perspectives de l'avenir de cette relation si particulière. Quand on parle de générosité, on parle de financement reçu par les pays africains. Habituellement, quand les organismes internationaux comme le FMI et la Banque mondiale financent un projet de pays africain, leurs financements sont accompagnés d'un ensemble de conditions politiques et économiques que le pays africain en question doit mettre en place pour surmonter les problèmes qui l'ont conduit à solliciter cette aide financière. Et le pays africain reçoit par la suite les crédits de façon échelonnée. Mais côté chinois, les crédits sont donnés sans conditions politiques. En plus, les taux d'intérêt des financements chinois sont plus intéressants que ceux des organismes internationaux quand ils y sont, parce qu'il n'est pas rare de voir la Chine octroyer des crédits à taux zéro. Mieux encore, il y a des cas où la Chine ne demande même pas de remboursement. L'exemple le plus connu est le nouveau siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La Chine avait investi 200 millions de dollars pour ériger ce bâtiment de 30 étages. Les Chinois ont payé le mobilier, fourni le matériel de construction et mobilisé une équipe de 1200 ouvriers chinois et éthiopiens se sont relais depuis janvier 2009 pour terminer l'ouvrage en 2012. On peut aussi citer d'autres projets financés cette fois-ci avec des taux d'intérêt, mais des taux d'intérêt très compétitifs. En restant du côté d'Addis Abeba, une ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti a été construite par la China Railway Group et financée par l'Exim Bank of China en 2014. Ce projet de 4 milliards de dollars relie l'Éthiopie au port de Djibouti, réduisant significativement le coût et le temps de transport des marchandises éthiopiennes. La ligne ferroviaire est un véritable atout stratégique pour l'Éthiopie qui est un pays enclavé. En Angola, le projet de barrage hydroélectrique de Kalkulo-Kabasa, financé à hauteur de 4,5 milliards de dollars par la China Gezuba Group Corporation. Ce barrage est censé fournir de l'énergie à des millions de foyers angolais. On peut aussi parler de la ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi au Kenya, construite par la China Road and Bridge Corporation et qui a financé à hauteur de 3,2 milliards de dollars. Si ton pays est situé en Afrique subsaharienne, alors on peut donner quelques exemples. On a par exemple au Sénégal l'autoroute Ila-Touba d'une longueur de 113 km reliant Dakar et la ville sainte de Touba. Ce projet a été financé en grande partie par la Chine. Le stade olympique des Pambé en Côte d'Ivoire, le pont Markala au Mali, l'hôpital Bobo Dioulasso au Burkina Faso, la rénovation puis l'extension de l'aéroport de Cotonou au Bénin ont tous bénéficié en partie de financement chinois. Vous l'avez compris, la vidéo risquerait de durer plus d'une heure si je cite chaque projet africain financé par la Chine entre 2000 et 2024. Alors maintenant, posons la question légitime qui en découle. Quelles sont les motivations de la Chine ?
Pour bien comprendre les motivations de la Chine, plongeons brièvement dans l'histoire. Depuis la conférence de Bandung en 1955, la Chine et les pays africains entretiennent des relations de soutien mutuel. Lorsque Deng Xiaoping prend le pouvoir en Chine après la mort de Mao Zedong, il est animé par une ultime volonté de moderniser l'économie chinoise et insérer la Chine au marché mondial. Pour ça, Deng Xiaoping allie libéralisme et socialisme. Parmi les mesures mises en place, il y a la création de ZES, des zones économiques sociales, qui avaient pour but d'attirer des entreprises étrangères en leur offrant des conditions très alléchantes, notamment au niveau de la fiscalité. Ces ZES, couplés à la main-d'œuvre abondante et peu chère de la Chine, a provoqué la ruée des entreprises du monde entier vers la Chine. Aujourd'hui, en plus d'être l'usine du monde, la Chine veut aussi être une puissance détenteur de technologie. Mais faire tourner ces immenses industries nécessite énormément de matières premières. Et comme l'Afrique déborde de matières premières comme le cobalt, le coltan, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le lithium, etc., alors la Chine se tourne vers l'Afrique pour sécuriser un approvisionnement stable. C'est pourquoi, par exemple, en République démocratique du Congo, pays qui abrite environ 60% des réserves mondiales du cobalt, un métal stratégique dans la fabrication de batteries de véhicules électriques, la China Molybdenum, géant chinois dans le domaine de l'extraction, a investi massivement dans les projets miniers comme celui de Tenkfurungum, l'une des plus grandes mines de cobalt au monde. Rien que ça. Si on fait quelques kilomètres vers le sud du Congo, en Zambie, la Chine a massivement investi dans les mines de cuivre. Ces mines, telles que celles de Chambishi, sont exploitées par des entreprises chinoises, notamment la China Non-Ferrous Metal Mining Company. Le cuivre est par exemple indispensable pour la production de câbles et d'équipements électroniques, secteur où la Chine est un leader mondial. En plus de la nécessité d'alimenter ces industries, la Chine doit aussi nourrir et loger plus de 1,4 milliard de Chinois. Et comme l'Afrique possède 40% des terres cultivables dans le monde, alors la Chine veut être en mesure d'acheter des hectares de terres agricoles africains, comme le font déjà l'Inde, les Émirats ou encore les États-Unis. Par exemple, entre 2015 et 2019, on estime à 120 000 hectares de terres agricoles occupées par la Chine au Cameroun. Mais si vous pensez que la Chine est uniquement en Afrique pour les matières premières, alors vous pensez à côté de beaucoup de choses qui sont souvent peu comprises par la masse, car peu évident à comprendre du premier coup. En fait, au-delà de l'accès aux matières premières, l'Afrique représente également un marché tellement prometteur pour les produits manufacturés chinois. Un produit manufacturé est un produit fabriqué en usine, comme par exemple une voiture ou un téléphone portable. Le continent africain, avec plus d'1 milliard d'habitants, une population en pleine croissance et un développement progressif de sa classe moyenne, représente une cible parfaite pour les produits des entreprises chinoises. Vous l'avez compris, en soutenant les projets d'infrastructures stratégiques, la Chine va pouvoir orienter la demande locale vers les produits chinois. Par exemple, le financement par les capitaux chinois de la zone économique de Lekki au Nigeria va dans ce sens. Le port de Lekki va grandement faciliter l'importation des produits manufacturés chinois. Selon Howard French, auteur de China's Second Continent, cette stratégie permet à la Chine d'échapper à la concurrence mondiale en se concentrant sur des marchés africains moins saturés et ouverts aux importations de produits abordables. Une fois qu'on a dit ça, vous pouvez penser que les raisons économiques suffisent pour justifier la générosité de la Chine envers les pays africains. En réalité, il y a d'autres raisons. Des raisons qui sont cette fois politiques et diplomatiques. En fait, l'Afrique constitue aussi pour la Chine un levier diplomatique essentiel, notamment au sein des institutions internationales. En nouant des alliances stratégiques avec les pays africains, la Chine cherche à garantir leur soutien sur des questions sensibles aux Nations Unies et dans d'autres forums internationaux. Cette coopération diplomatique s'inscrit dans une stratégie plus large consistant à élargir l'influence chinoise dans le monde en renforçant son image de partenaire fiable et respectueux de la souveraineté des pays partenaires. En 2020 par exemple, lors des débats aux Nations Unies sur les droits de l'homme dans la région de Xinjiang en Chine, plusieurs pays africains ont soutenu la position de Pékin en leur affirmant leur confiance dans la gestion chinoise des affaires intérieures. Donc vous l'avez compris, l'argent investi en Afrique constitue un soft power de taille pour la Chine. Pour consolider ce soft power, la Chine multiplie aussi l'ouverture d'instituts Confucius en Afrique pour diffuser la culture chinoise dans un premier temps et donner des bourses d'études dans de nombreux pays africains pour former les futures élites de ces pays. Et ainsi, ces futures élites seront plus sensibles aux causes chinoises. Vous l'avez compris, même si l'approche chinoise diffère de celle des Occidentaux en ce qui concerne leur présence en Afrique, la générosité chinoise n'est pas non plus faite de manière désintéressée. Cette générosité a d'ailleurs des conséquences positives et négatives. D'ailleurs, parlons-en de ces conséquences. Commençons par les conséquences positives. D'abord, à travers l'octroi de crédits aux pays africains, la Chine est en train de contribuer à créer un environnement favorable à l'industrialisation du continent. Et l'industrialisation est aujourd'hui le plus gros manque des pays africains. L'Afrique compte 1,373 milliard d'habitants. Son nombre va quasiment doubler d'ici 2050 selon les prévisions de l'ONU pour s'établir à 2,4 milliards. Et surtout, plus de la moitié de la population africaine sur le continent aura moins de 25 ans. Les pays africains doivent donc trouver les moyens de créer les conditions pour insérer la
population active dans le marché du travail. J'aborderai plus en profondeur les enjeux de la démographie africaine lors de ma prochaine vidéo, donc abonne-toi pour ne pas la rater. Vous l'avez compris, comme les industries ont la particularité de faire travailler énormément de personnes, en ce sens les crédits chinois auront des conséquences positives pour les pays africains. L'autre aspect positif de ces crédits est que les autres puissances dans le monde voient aussi le potentiel du continent et ne veulent pas laisser le monopole des financements à la Chine. Les pays du Moyen et Proche-Orient comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, la Turquie investissent aussi des milliards en Afrique dans la construction d'infrastructures, dans les projets de télécommunications et dans l'agriculture. Les puissances occidentales sont aussi de la partie. Ils comprennent qu'ils doivent aussi changer de stratégie dans leur rapport aux pays africains. Si les États-Unis et la France faisaient tout pour amener au pouvoir des chefs d'État qu'on peut plus ou moins qualifier de marionnettes au pouvoir et capter les marchés de ces pays, cette stratégie n'est plus viable aujourd'hui. Le fait que les États-Unis se fassent chasser du Niger, le fait que le Mali, le Burkina, le Niger se passent des accords militaires qui les liaient à la France confirme cette idée. Au moment où j'écris ces lignes, j'apprends même que désormais le Tchad et le Sénégal vont aussi mettre fin aux coopérations militaires entre la France et leur pays. Certains pays occidentaux s'alignent par rapport à l'approche chinoise pour toujours avoir de l'influence sur le continent. D'ailleurs, les États-Unis ont organisé pour la première fois en décembre 2022 le sommet États-Unis-Afrique pour discuter des futures collaborations. Les États-Unis ont d'ailleurs annoncé en décembre 2023 leur volonté d'investir 55 milliards de dollars en Afrique sur 3 ans entre 2023 et 2025. Sur le site officiel du gouvernement des États-Unis, un point de presse numérique a été publié stipulant qu'à ce jour, 80% de ces 55 milliards ont été investis en Afrique. Si j'ai mis ce point dans les conséquences positives du fait que désormais l'Afrique a beaucoup de choix pour financer ses projets, je nuancerai ce propos plus loin dans la vidéo. D'abord, l'un des défis les plus pressants pour les pays africains est la gestion de la dette accumulée auprès de la Chine. Certains analystes emploient le terme de piège de la dette. En fait, la Chine fait signer des clauses de sûreté au cas où les pays africains n'arrivent plus à rembourser les crédits, des sortes de garanties. Quand un pays africain n'arrive pas à rembourser leur emprunt avec de l'argent, il rembourse avec l'exploitation d'infrastructures, des parts de sociétés publiques ou même des mines. Sur le papier, beaucoup de pays africains peuvent rapidement se trouver dans ce cas s'ils évaluent mal leur capacité de remboursement. Je dis sur le papier, mais en réalité c'est déjà arrivé. Prenons par exemple le cas de la Zambie. En raison de difficultés à rembourser certains prêts, le gouvernement zambien avait dû céder des parts de Zesco, une entreprise nationale d'électricité, à des entreprises chinoises. Même si pour l'instant ces cas de figure sont très rares en Afrique, n'oublions pas ce qui s'est passé en 2015 quand le Sri Lanka, très endetté, n'arrivait pas à rembourser les crédits chinois. Résultat, la Chine avait pris le contrôle du port du Sri Lanka pendant 99 ans. Oui, 99 ans. Et ça ressemble à une blague, mais ça ne l'est pas. Mais dites-vous que le surendettement des pays africains n'est pas la seule conséquence négative de cette générosité chinoise. En fait, la plupart des projets d'infrastructure financés par la Chine sont réalisés par des entreprises chinoises. Et ces entreprises chinoises emploient des Chinois et n'emploient pas ou peu des Africains. Donc il n'y a pas d'emploi créé et encore moins de transfert de compétences. Christian Ouedraogo, un ingénieur burkinabé, ne pourra jamais bénéficier des techniques et savoir-faire d'ingénieurs chinois. Hormis l'absence de transfert de compétences, quand les entreprises chinoises ont recours à la main-d'œuvre africaine, on déplore souvent les conditions de travail difficiles. En Zambie par exemple, les mines de cuivre exploitées par la China Non-Ferrous Metal Mining ont été le théâtre de grèves et de tensions entre travailleurs locaux et responsables chinois. Les ouvriers zambiens rapportent des conflits avec les superviseurs chinois qui perçoivent les relations professionnelles différemment. Le cas de la Zambie n'est pas une exception. D'ailleurs, des mouvements de résistance émergent en Afrique où des activistes dénoncent l'influence chinoise qu'ils perçoivent comme une menace pour la souveraineté des pays africains. Vous pouvez regarder le documentaire When China Met Africa ou le documentaire Empire of Dust pour vous rendre compte encore plus des conflits sociaux autour de ces projets. Donc vous l'avez compris, la collaboration entre la Chine et les pays africains n'ont pas que du bon, de la même manière qu'elles n'ont pas que du mauvais. Maintenant, quelle perspective donner à cette relation sino-africaine ? Dans l'avenir, il y a de l'espoir pour qu'on tende vers une relation plus équilibrée et durable, ou du moins un peu plus équilibrée. Parce que dans les deux camps, côté chinois comme côté pays africains, ils sont tous favorables à l'amélioration de leur collaboration. D'un côté, le rapport de l'agenda 2063 de African We Want de l'Union africaine montre cette ambition chez les pays africains d'une collaboration plus équilibrée, axée sur la réduction de la balance commerciale actuelle entre les pays africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays africains déboursent plus d'argent pour acheter les produits chinois que la Chine achète les produits africains, qui d'ailleurs aujourd'hui sont essentiellement des matières premières. Et pour arriver à une balance commerciale plus équilibrée, les pays africains veulent qu'il y ait plus de valeur dans leurs produits avant de les exporter aux Chinois. Par exemple, plutôt que d'exporter l'alumine, la Guinée peut vendre de l'aluminium. Plutôt que de vendre du cacao, la Côte d'Ivoire pourra vendre du chocolat. Et le Sénégal peut continuer à augmenter les capacités de raffinage de la Société africaine de raffinage, qui est une entreprise sénégalaise, pour que les pétroles sénégalais soient raffinés en totalité au Sénégal avant d'être exportés. Je peux prendre des exemples et des exemples, mais vous l'avez compris, pour réduire la balance
balance commerciale entre les pays africains et la Chine, il faut absolument des industries en Afrique pour transformer les matières premières. Les prises de parole du président chinois nous poussent à croire que la Chine n'est pas contre cette idée, car plus d'industries égale plus d'Africains qui travaillent, et plus d'Africains qui travaillent égale plus d'Africains qui ont de l'argent, et plus d'Africains qui ont de l'argent égale plus d'Africains qui veulent consommer, et plus d'Africains qui consomment, c'est plus de produits chinois qui seront vendus sur le continent africain. Et donc c'est un nouveau marché pour les produits manufacturés chinois. Dans les perspectives, on peut aussi parler d'un concept utilisé chez les économistes anglophones. Ils disent ceci: Africa is becoming Chinese China. C'est-à-dire que la Chine est en train de faire à l'Afrique ce que les Occidentaux leur faisaient. Les Occidentaux délocalisaient leurs usines en Chine pour bénéficier de la main-d'œuvre peu chère chinoise. Et les Occidentaux gardaient chez eux, en Occident, la matière grise, les cerveaux, l'ingénierie. Par exemple, si tu regardes cette vidéo avec un téléphone comme un iPhone, beaucoup des composants ont été fabriqués en Chine, mais le fonctionnement de l'iPhone, son système d'exploitation, est pensé par les ingénieurs aux États-Unis. Donc ce concept envisage l'hypothèse suivante: dans l'avenir, la Chine voudra délocaliser des usines en Afrique et la Chine va se concentrer sur sa matière grise, ses cerveaux. Encore une fois, ça c'est une hypothèse, une projection. Mais si cela se produit, il sera primordial pour les pays africains d'exiger des transferts de compétences pour aussi avoir ces savoir-faire et devenir à leur tour des pays ayant une matière grise significative. Et matière grise égale ingénierie, égale capable d'exploiter eux-mêmes les ressources de leur continent. Les amis, vous l'avez compris, la relation entre la Chine et les pays africains présente un tableau contrasté. Bien que les crédits chinois offrent aux pays africains des opportunités considérables pour répondre aux besoins criants en infrastructure, ces crédits ouvrent aussi la porte à des défis immenses que les pays africains doivent absolument résoudre. Les amis, depuis que je m'intéresse à la géopolitique, je me rends compte de plus en plus que la vérité ne se trouve ni totalement à droite, ni totalement à gauche, qu'elle se trouve quelque part là-bas. Et pour y accéder, on doit considérer toutes les versions. Alors si j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je commence à former une petite équipe pour être régulier sur la chaîne. Alors si vous êtes intéressé par ces sujets ou si vous avez des compétences dans le domaine de la production de la vidéo, contactez-moi sur Instagram. Et si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas, mais vraiment pas, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo si tu l'as aimé. Peace.